Bonjour à tous, c'est vraiment un grand plaisir d'être invité dans ce temple du savoir qu'est l'École normale supérieure. Et donc c'est vraiment avec plaisir que je vais vous parler aujourd'hui du patient numérique personnalisé, c'est-à-dire un domaine de recherche qui est à la croisée de l'informatique et de la médecine autour des images médicales. Alors les images médicales, vous connaissez les principales, outre les radiographies par rayon X, à l'hôpital on trouve des images qui proviennent du scanner, hein, c'est la tomodensitométrie par rayon X. Il y a les images de résonance magnétique, l'IRM, il y a des images également échographiques qui exploitent les ultrasons, et puis il y a l'imagerie de médecine nucléaire. Ici, un tomographe par émission de positrons. Alors ces images, elles mesurent en fait des propriétés physiques ou chimiques des tissus du corps humain en chaque point de l'espace, et elles regroupent ces mesures dans un petit volume, un élément de volume qu'on appelle un voxel. C'est l'équivalent du pixel pour les images 2D, mais là c'est en 3 dimensions. Et donc ces propriétés physiques ou chimiques des tissus vont révéler des informations sur la géométrie des tissus des organes, c'est-à-dire l'anatomie, ou bien révéler des informations sur la fonction des organes, c'est ce qu'on appelle la physiologie. Alors ces mesures, donc à la fois structurelles et fonctionnelles dans les images, elles peuvent être décuplées. Par exemple, pour l'IRM, on peut, en ajustant les paramètres de l'acquisition, révéler différents contrastes dans les tissus ou différentes propriétés chimiques ou physiologiques ou métaboliques, pardon. On peut faire par exemple ce qu'on appelle l'IRM de diffusion qui va révéler des faisceaux de fibres dans les muscles ou dans le cerveau, la matière blanche, de l'IRM également ce qu'on appelle spectroscopique qui va révéler dans un élément de volume les composants chimiques présents dans cet élément de volume. On peut faire également une mesure de la perfusion locale des tissus qui va révéler par exemple de façon indirecte l'activité cérébrale. On peut également avec l'IRM ou avec l'échographie faire ce qu'on appelle de l'élastographie qui va mesurer des propriétés biomécaniques des tissus. On peut acquérir des images à différentes échelles, par exemple des échelles microscopiques, j'y reviendrai pour l'endomicroscopie confocale, mais il y a également la tomographie par cohérence optique. Et puis, on peut ajouter à ces images des signaux qui sont également représentés sous forme d'images qui vont décrire des champs électriques ou des champs magnétiques pour analyser, par exemple, le fonctionnement du cœur ou le fonctionnement du cerveau. Comme s'il n'y avait pas assez d'informations, on a maintenant également accès de plus en plus souvent à de grandes bases de données d'images à travers Internet, des images qui sont spécialisées sur un organe ou une pathologie et qu'on peut utiliser par exemple pour étudier une maladie et pour rapprocher un cas singulier d'un cas déjà référencé. Alors face à toute cette information, bien sûr, informatique et sciences numériques sont appelées à la rescousse, et notamment ce qu'on appelle l'imagerie médicale computationnelle, ou le traitement informatique des images médicales. Bonjour. Pour extraire l'information qui est utile aux médecins, c'est-à-dire l'information qu'on appelle cliniquement pertinente, et qui permet d'assister le diagnostic, le pronostic et la thérapie. Et si on veut faire ça dans un cadre unifié, eh bien, on fait appel à ce qu'on appelle le patient numérique, que je vais essayer de vous décrire maintenant. Alors, au cœur de ce patient numérique, qu'est-ce qu'on a? On a ce qu'on appelle des modèles computationnels du corps humain.
De quoi s'agit-il? Ce sont en fait des données numériques sur le patient et des algorithmes qui traitent ces données. Pour faire quoi? Eh bien, pour reproduire justement l'anatomie et la physiologie des tissus et des organes. Alors pour faire ça, les algorithmes ils doivent s'appuyer sur des modèles, et ces modèles, on va en voir des exemples, ce sont des modèles mathématiques, ce sont des modèles qui viennent de la biologie, ce sont des modèles qui viennent de la physique et de la chimie, et généralement à différentes échelles. Alors, ces modèles computationnels du corps humain, ils sont construits, on appelle ça des modèles génériques, par exemple pour un individu moyen. Ce qui est intéressant avec le développement de l'imagerie médicale, c'est que sur un patient singulier, on peut confronter les images et les signaux acquis in vivo sur cette personne pour ajuster, avec des algorithmes de personnalisation, les paramètres de ces modèles, de telle sorte qu'au lieu de décrire un individu moyen, ils décrivent ce patient singulier qu'on est en train d'étudier. Et donc une fois qu'on a un modèle personnalisé, eh bien, on peut utiliser les paramètres de ce modèle pour mieux interpréter les images et les signaux. C'est ce qu'on appelle l'aide au diagnostic. On peut également utiliser le modèle personnalisé pour simuler l'évolution d'une maladie. Et donc ça va être l'aide au pronostic. Et enfin, on peut également utiliser le modèle personnalisé du patient pour planifier, simuler, voire contrôler une intervention thérapeutique, éventuellement avec de nouvelles images qu'on appelle pair-opératoires. Et ça, c'est l'aide à la thérapie. Et si vous voulez, l'aide au diagnostic, au pronostic et à la thérapie, c'est ce qu'on appelle la médecine computationnelle, c'est-à-dire des nouveaux outils logiciels d'assistance à la médecine. Alors on a parlé de l'IHU de Strasbourg qui est dirigé donc par Jacques Marescot, et on a cette vision dans la salle d'intervention du futur. C'est un IHU qui est spécialisé dans la chirurgie digestive mini-invasive guidée par l'image, et on va utiliser justement les images avant l'intervention pour construire un modèle numérique du patient. On peut ensuite, sur ces modèles numériques, utiliser des outils de planification et de simulation d'intervention, par exemple pour s'entraîner à un geste chirurgical. Et ensuite, l'intervention éventuellement robotisée et guidée par les modèles préopératoires et par une imagerie pair-opératoire, c'est-à-dire acquise pendant l'intervention. Et on peut par exemple projeter des images pair-opératoires sur le patient directement, pour faire ce qu'on appelle la réalité augmentée. Donc on va rendre le patient virtuellement transparent pour profiter d'informations acquises dans les images préopératoires directement pendant l'intervention. Alors, ce champ de recherche, imagerie médicale computationnelle, médecine computationnelle, c'est un champ de recherche qui est nouveau, et qui a la particularité de s'appuyer sur ce qu'on peut appeler un triangle vertueux, dans lequel il y a une recherche académique qui est pluridisciplinaire, qui associe l'informatique avec d'autres sciences. Alors j'en ai cité quelques-unes, mathématiques, biologique, physique, chimie, des sciences médicales comme l'anatomie, la physiologie. Et puis, généralement, cette recherche académique, pour être efficace, elle est associée avec un partenariat clinique avec des médecins. Et ça, c'est indispensable pour poser des problèmes qui ont un sens médical et pour valider aussi des solutions proposées. Et puis, très souvent aussi, un partenariat industriel qui, en tout cas, est indispensable lorsqu'on veut transformer les prototypes de recherche qui ont été développés pendant une thèse, par exemple, en des logiciels qui vont être véritablement utilisés sur des patients et déployés dans des hôpitaux. Alors pour illustrer un petit peu ce domaine, je vais vous montrer quelques exemples. Alors j'ai choisi 4 exemples que j'avais présentés justement au Collège de France lors de la leçon inaugurale. Et ces 4 exemples, ils vont montrer un petit peu la progression dans la complexité des modèles sur lesquels s'appuient les algorithmes, depuis des modèles qui décrivent plutôt
l'anatomie, jusqu'à des modèles qui vont décrire l'anatomie et la physiologie du patient. Alors, je vais donc commencer par une application dans le domaine de la morphométrie du cerveau et qui s'applique au domaine, à la recherche sur la maladie d'Alzheimer, dont vous savez que c'est un enjeu de santé publique parce que malheureusement la prévalence de cette maladie semble augmenter de façon exponentielle avec l'âge. Et on pense par exemple qu'au-delà de 80 ans, plus de 20% en fait, des personnes souffrent de cette maladie. Alors l'intérêt ici de l'imagerie médicale computationnelle, c'est de développer ce qu'on appelle des biomarqueurs par l'image de l'évolution de la maladie qui permettent par exemple de mesurer l'efficacité de nouveaux médicaments et puis peut-être si on peut détecter plus tôt la maladie, de tester précocement, donc plus tôt ces nouvelles molécules. Alors la maladie, elle est caractérisée par une atrophie du cerveau. Alors l'atrophie du cerveau, on la subit tous à partir d'un certain âge, mais disons qu'elle est accélérée dans le cas de la maladie d'Alzheimer. Et on sait qu'il y a certaines régions du cerveau pour lesquelles cette atrophie va être accélérée, notamment, vous avez certainement entendu parler de l'hippocampe et des troubles mnésiques, donc de la mémoire, que cela entraîne. Et donc la question qu'on va poser à des algorithmes de biomarqueurs par l'image, c'est d'une part de découvrir quand est-ce que cette atrophie, disons, accélérée se développe et dans quelle région du cerveau, et d'autre part de quantifier cette atrophie. Alors c'est une quantification très fine. On parle d'atrophie de l'ordre, pour le vieillissement normal, de l'ordre du % par exemple, par an. Et là, on parle de quelques pourcents d'atrophie, donc de disparition du parenchyme cérébral. Alors je vous donne juste une illustration de comment on peut faire pour mesurer précisément cette atrophie. Eh bien, on va par exemple acquérir une image du cerveau sur ici une patiente à quelques mois ou quelques années d'écart. Et puis on va essayer de reproduire une évolution morphologique plausible entre les deux images volumiques. Et là, vous voyez par exemple une évolution très très lente, très régulière, qui est censée reproduire ce qui s'est passé entre les deux acquisitions d'images. Alors pour faire ça, on va par exemple chercher une transformation très régulière, inversible, un difféomorphisme, qui va minimiser une énergie dans laquelle il y a deux termes qui visent en fait deux objectifs contradictoires. D'une part, viser que l'image transformée soit la plus proche possible de l'image cible, donc c'est le premier terme, et puis avec une transformation qui soit à la fois la plus proche possible de l'identité et la plus régulière possible. Alors on peut faire ça de différentes manières, et une manière par exemple qu'on utilise dans notre équipe, et qu'on a développé dans notre équipe, c'est de se limiter à des difféomorphismes qui sont paramétrés par des champs de vitesse stationnaires. Et donc la trajectoire des points est obtenue en intégrant le long de ces champs de vitesse stationnaires ces petits éléments de vitesse pendant un certain intervalle de temps t. Alors ce qui est intéressant lorsqu'on utilise cette paramétrisation des difféomorphismes et cette approche, c'est qu'ensuite on peut analyser le champ de vitesse qui correspond par exemple à ce morphing entre deux instants. Et par exemple, en décomposant le champ de vitesse en deux composantes, irrotationnelle et divergence free, eh bien, la composante irrotationnelle, elle va capturer justement les changements apparents de volume dans l'image, alors que l'autre composante, ce sont des composantes rigides du mouvement. Alors on sait que cette composante, elle dérive d'un potentiel qu'on peut interpréter comme un champ de pression virtuel
dont les maxima et les minima vont nous donner des régions d'intérêt, des endroits où on sait qu'il y a par exemple des extrémas d'atrophie. Et on peut utiliser par exemple le théorème que vous connaissez bien de flux divergence pour, autour de n'importe quelle frontière, calculer avec ce champ de vitesse eh bien, l'atrophie apparente du parenchyme cérébral. Alors voilà, donc il y a un de nos anciens doctorants, là, Marco Lorenzi, qui avait montré qu'on peut comme ça, déjà par une analyse de groupe, déterminer les régions où c'est intéressant de mesurer l'atrophie sur des patients Alzheimer et ensuite quantifier précisément cette atrophie et la comparer. Alors les mesures qui sont ici, c'est soit pour des patients Alzheimer, soit pour des contrôles, CT ça veut dire contrôle, soit pour des personnes qui ont des troubles cognitifs légers et qui ne sont pas diagnostiqués Alzheimer. Une partie d'entre eux va devenir Alzheimer, une autre partie non, et donc on peut faire des mesures très précises de cette atrophie cérébrale. Alors ce qui est intéressant aussi lorsqu'on a un cadre géométrique avec une paramétrisation des difféomorphismes de cette manière, c'est qu'on peut faire des statistiques. Et donc on peut calculer un modèle moyen d'atrophie. Pour ça, il suffit de ramener tous les champs de vitesse stationnaires, par exemple ici pour 70 patients Alzheimer, dans un même référentiel. Et on peut donc calculer, on en fait la moyenne simplement des champs de vitesse stationnaires et on intègre pour obtenir le difféomorphisme associé. Et on peut même, alors qu'on a fait des mesures sur un an seulement, on avait des images à un an d'écart, on peut extrapoler dans le passé et dans le futur pour exagérer l'évolution du cerveau, la rendre plus visible. Alors bien sûr, pour faire ça, c'est un petit peu... les algorithmes sont assez sophistiqués parce qu'il faut, pour mettre les représentations des différents difféomorphismes dans un même référentiel, il faut faire un transport parallèle des champs de vitesse. Donc ici, on a des champs de vitesse qui caractérisent l'évolution pour un patient. Et ici, on a un autre difféomorphisme qui ramène ce patient dans un atlas, sur un atlas. Et donc, il faut transporter ces champs de vitesse dans l'espace de l'atlas et on fait un transport parallèle des champs de vitesse le long en fait, des géodésiques entre ces images. Et là, on utilise des algorithmes qui sont inspirés d'algorithmes qui avaient été développés, par exemple, en théorie de la gravitation pour faire cela. Alors, lorsqu'on peut ramener pour une population donnée tous les difféomorphismes dans un même référentiel, eh bien, on peut faire des évolutions moyennes. Et ici, on compare, par exemple, l'évolution moyenne pour des sujets qui répondent différemment à un marqueur biologique. Alors, à l'œil, on ne voit quasiment pas de différence. Mais lorsqu'on fait une analyse plus fine, et qu'on calcule par exemple un marqueur scalaire de l'atrophie apparente moyenne, eh bien on révèle des différences statistiquement significatives, notamment au niveau des hippocampes, justement là où la mémoire est affectée entre les deux groupes de population. Et donc actuellement, l'état de l'art, c'est que ces biomarqueurs, eh bien, ils sont utilisés par exemple pour des tests pharmaceutiques, pour essayer de caractériser l'efficacité de tel ou tel médicament d'un point de vue anatomique, morphométrique, vérifier que ça ralentit par exemple l'atrophie du cerveau. Alors actuellement sur ces sujets, il y a également des travaux, notamment dans notre équipe, pour passer de ces modèles géométriques et statistiques à des modèles biophysiques. Et on cherche par exemple à utiliser ces modèles biophysiques pour construire un modèle d'atrophie en fait, du cerveau. Et on veut utiliser ça pour compléter les bases de données réelles qui sont très coûteuses à réaliser parce qu'il faut des vrais patients, il faut des vraies images médicales, il faut des médecins qui les annotent, et par des images synthétiques dans lesquelles on aurait l'atrophie réelle synthétisée.
Et on pourrait utiliser ça comme banc d'essai, en fait, pour comparer et valider en fait, des algorithmes de traitement d'images. Alors je vous montre juste, là c'est un doctorant dans notre équipe qui a bientôt fini, qui a proposé un modèle linéaire élastique en petite déformation qui simule la perte de matière cérébrale en certaines régions et qui est compensé par l'apport de liquide céphalo-rachidien dans la boîte crânienne. Alors on a ce modèle dans lequel on peut prescrire l'atrophie en chaque point d'un volume. Et ici, par exemple, il a prescrit l'atrophie dans 34 régions corticales. Et ça lui permet de construire des exemples extrêmement réalistes en fait, d'évolution. On voit à peine l'évolution entre le 0 et le 1. C'est la simulation d'une atrophie pendant 1 an. Et pour laquelle, eh bien, avec un algorithme ensuite de traitement d'image, on retrouve, c'est marqué ici en fausse couleur, des atrophies qui sont très proches de ce qui a été simulé. Donc c'est une manière de comparer la validité de différents algorithmes. Bon, ça c'était un premier exemple pour vous montrer comment on peut combiner des modèles géométriques, statistiques, avec des algorithmes pour faire une analyse fine de ce qui se passe dans des images médicales. Alors dans ce premier exemple, on voit que l'informatique, elle joue presque le rôle d'un microscope informatique, puisqu'elle permet de révéler des détails qui étaient à peine visibles à l'œil nu dans les images. Alors le deuxième exemple, eh bien, c'est un exemple qui est assez proche de ce qu'il y a dans le film Le Voyage fantastique. Je ne sais pas si vous connaissez ce film ou le livre de Isaac Asimov qui porte le même nom, dans lequel il y a un équipage qui est miniaturisé pour être introduit à l'intérieur d'un corps humain et aller détruire un caillot dans le cerveau. Alors il y a une actrice aussi qui est Raquel Welch, mais elle était très jeune à l'époque. Alors cette idée de miniaturiser donc, un vaisseau ou un appareil et d'aller faire des mesures microscopiques dans le corps humain, eh bien, c'est ce qu'a fait une start-up française là, qui s'appelle Monakea Technologies, qui n'est pas loin du tout, dans le 12e arrondissement, et qui propose donc d'insérer un touron de fibre optique dans le canal opérateur d'un endoscope. Et dès que ce touron de fibre optique est en contact avec les tissus, eh bien, on a des images avec une résolution de l'ordre du micron, c'est-à-dire des images dans lesquelles on voit l'architecture cellulaire. Alors on appelle ça des biopsies optiques, c'est-à-dire que ça remplace finalement les biopsies où on est obligé de prendre un morceau de tissu, l'envoyer à un laboratoire, qui le regarde sous un microscope et qui renvoie un diagnostic. Là, on a directement une image microscopique pendant l'intervention. Alors on voit des choses extraordinaires, la vie des cellules. Alors par exemple, lorsqu'on est dans les poumons, on voit les alvéoles dans les poumons, on voit les tissus des bronches, le mouvement, on voit même le mouvement lié à la respiration, exactement comme dans le film Le Voyage fantastique. Et puis par exemple ici, c'est sur un kyste bénin du pancréas. Les petits points noirs qu'on voit, ce sont les globules rouges qui se déplacent dans des capillaires qui sont à peine plus gros qu'eux, donc de quelques microns de diamètre. Alors l'intérêt bien sûr de cette modalité d'imagerie, c'est qu'on peut voir la progression du cancer ici dans l'œsophage, entre un épithélium normal, à une étape intermédiaire qu'on appelle la métaplasie, puis la dysplasie, qui est une étape vers le cancer, et ici un tissu cancéreux. Alors comme c'est une nouvelle modalité d'imagerie, il y a une difficulté qui est l'apprentissage en fait, de l'interprétation de ces images. Et là aussi, l'informatique, l'imagerie médicale computationnelle, peut jouer un rôle important pour faciliter l'interprétation. Et donc il y a actuellement, dans beaucoup de domaines, le développement de ce qu'on appelle des atlas intelligents. Ce sont de grandes bases de données d'images qui ont été stockées avec leur interprétation. Donc on a les images, on a l'interprétation donnée par un expert, et lorsqu'une nouvelle image est proposée, eh bien on peut aller rechercher dans la base de données les images les plus similaires avec leur interprétation.
Alors ça, c'est un peu comme si on ouvrait un livre d'exemples automatiquement aux bonnes pages, et on voit un exemple ici, où pour une image donnée, eh bien, on a 3 images similaires avec des interprétations légèrement différentes et qui peuvent guider le diagnostic. Alors, dans le cadre d'une thèse, là aussi, on a une ancienne doctorante qui a proposé d'utiliser, par exemple, pour retrouver les images, des descripteurs dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui sont des descripteurs locaux de l'image, qu'on appelle les SIFT, Scale Invariant Feature Transform, qui localement construisent à partir de 16 petites imagettes autour du point d'intérêt un histogramme en fait, des orientations du gradient dans chacune des petites imagettes. Et comme ces orientations sont des orientations relatives par rapport à l'orientation moyenne du gradient, eh bien on a une invariance dans la description par rotation de l'image, bien sûr par translation, et puis aussi, comme il s'agit d'un gradient, par une transformation affine de l'intensité. Alors, on a, pour décrire localement l'intensité de l'image, un vecteur, ici de taille 128, et puis on considère pour une base d'apprentissage tous les descripteurs de toutes ces images, et on est maintenant dans un espace donc de taille 128 dans lequel on a un très très grand ensemble de ce qu'on appelle ces SIFT, ces invariants caractérisant l'image, et on fait des amas, on fait du clustering, c'est-à-dire de la coalescence d'amas, et dans ces amas, par exemple, on va se limiter à une centaine d'amas dont on va garder un représentant, et on les appelle les mots visuels qui décrivent en fait la base de données d'images. Alors ensuite, quand on a choisi par exemple ces 100 mots visuels, eh bien, n'importe quelle image est décrite par les invariants locaux projetés sur les mots visuels, et donc n'importe quelle image est décrite par un histogramme de mots visuels. Donc on a le nombre d'occurrences de chacun des 100 mots visuels qui décrit l'image, c'est la signature de l'image. Alors, une fois qu'on a une signature pour l'image, on peut même indexer des vidéos parce qu'en fait, dans le cas qui nous intéresse, les images sont acquises à la cadence d'une douzaine par seconde, donc on a des vidéos. Et ces vidéos, elles sont décrites par un ensemble de petites mosaïques. Les images successives sont collées les unes aux autres pour construire en fait des images plus larges. Chaque mosaïque est décrite par une signature et on fait l'union de toutes ces signatures pour avoir une description très riche de la séquence vidéo qui est acquise sur un tissu. Alors ça permet de retrouver dans la base de données des vidéos similaires. Alors je vous montre juste un exemple où on a une requête, là c'est dans des images du côlon, et on a une requête et on retrouve dans la base de données des images similaires. Alors c'est des images en fait d'un polype du côlon, et toutes les images similaires sont des images de polypes bénins, et donc on peut poser avec beaucoup de confiance le diagnostic d'un polype bénin, alors qu'ici on a au contraire un polype malin, et on va retrouver dans la base de données une très large majorité, en fait tous les exemples sauf un sont également des polypes malins, et donc c'est quelque chose qui va guider le diagnostic du médecin. Alors à partir du moment où on a une distance entre images, ici c'est une distance qui a vraiment un sens clinique, eh bien on peut essayer de projeter la base de données des images dans un espace de petite dimension, par exemple un espace ici de dimension 2, tout en préservant la distance qu'on a mesurée entre les images. On appelle ça la variété des images, et donc si la dimension dans laquelle on projette est adaptée, eh bien on peut retrouver une structure de la base de données, et ici par exemple les points bleus correspondent à des polypes bénins, les points rouges à des polypes malins, et on voit qu'il y a des régions dans lesquelles on a essentiellement des points bleus,
Donc là, les images peuvent être diagnostiquées de façon non ambiguë comme bénignes, au contraire des régions où c'est tout rouge. Donc ça peut être diagnostiqué comme des polypes malins sans ambiguïté, alors qu'il y a des régions où c'est ambigu et où il faut probablement projeter dans une dimension, dans plus de dimensions en fait, la base de données. Alors cette idée en fait d'apprendre la variété associée à une base de données d'images, c'est quelque chose qui est en train de se généraliser dans ce domaine. C'est déjà très avancé par exemple en neuroimagerie. Et on travaille à essayer de le faire pour les images cardiaques. On a un projet important avec Microsoft Recherche, le centre commun INRIA et puis aussi avec Cambridge, pour essayer de décrire les images, non seulement leur apparence, comme dans le cas des images microscopiques, mais également la forme des ventricules cardiaques, le mouvement des ventricules, puisqu'on a des images en 4 dimensions, de telle sorte qu'une fois que la base de données est construite, eh bien, lorsqu'une nouvelle image arrive, elle vient se positionner automatiquement près des images les plus similaires, pour lesquelles eh bien, on peut poser un diagnostic. Alors ça, c'est d'autant plus intéressant qu'il se construit actuellement des bases de données absolument gigantesques, par exemple en Grande-Bretagne, où 100 000 participants sont suivis de façon très régulière et on acquiert des images non seulement de leur cœur, mais en fait de leurs poumons également, de l'abdomen et du cerveau. Et donc ces bases de données, eh bien, il faut développer en parallèle les outils logiciels, les outils informatiques qui permettent de les exploiter. Alors un dernier exemple qui vient des travaux de Nicolas Padois à l'IHU Strasbourg, où des techniques d'indexation de vidéos en chirurgie eh bien, lui permettent automatiquement de détecter sur une vidéo les principales étapes de la vidéo et de pouvoir utiliser cette détection automatique, par exemple pour générer des alarmes, pour faire venir un spécialiste lorsque une étape est critique ou pour détecter qu'une certaine partie de la chirurgie s'éloigne de la durée nominale, etc. Alors voilà, ça c'était pour le deuxième exemple où vous avez vu que les algorithmes s'appuient sur des modèles géométriques, statistiques, sémantiques du contenu des images. Alors maintenant, on bascule dans la deuxième partie des exemples où on va, au-delà de l'anatomie, finalement, essayer de décrire aussi la physiologie, le fonctionnement des organes ou la physiopathologie, c'est-à-dire l'évolution d'une maladie. Alors dans le domaine du cancer, ici, je vous présente un exemple dans le domaine où on étudie les tumeurs du cerveau, et où on peut observer en fait ces tumeurs du cerveau avec différentes séquences d'imagerie par résonance magnétique. Alors l'intérêt de développer un modèle computationnel, eh bien, c'est d'une part, si on a 2 images acquises à, par exemple, plusieurs mois d'intervalle, c'est pour quantifier l'évolution de la tumeur. C'est également pour essayer d'extrapoler l'infiltration de la tumeur au-delà de la frontière visible et puis prédire son évolution future. Alors, dans ce domaine, le modèle le plus simple qui existe, c'est un modèle à base d'équations différentielles dans lequel on décrit l'évolution de U, qui est la densité de cellules tumorales dans un élément de volume, au cours du temps. Et on a une équation de réaction-diffusion. Alors là, vous reconnaissez, la première partie, c'est l'équation de la chaleur. C'est ce qui va caractériser l'infiltration des cellules tumorales alors de manière anisotrope. On a un tenseur ici 3,3 qui va par exemple être mesuré avec de l'imagerie de diffusion pour prendre en compte la direction des fibres de matière blanche. On sait que les cellules tumorales migrent plus vite le long des fibres de matière blanche que dans le plan transverse. Et puis cette partie, eh bien, c'est une équation, ça correspond à ce qu'on appelle l'équation logistique,
ça décrit une évolution qui est d'abord exponentielle de prolifération des cellules tumorales jusqu'à atteindre une asymptote, qui est la densité maximale de cellules tumorales qu'on peut avoir dans un élément de volume. Alors on peut coupler cette équation d'évolution des cellules tumorales avec un modèle biomécanique pour prendre en compte le fait qu'avec l'augmentation du nombre de cellules créées par la tumeur, eh bien, on va avoir une déformation du cerveau. Alors on peut complexifier ce modèle en prenant des modèles avec plusieurs populations de cellules. Alors, par exemple, les cellules proliférantes qui sont à la périphérie de la tumeur, qui sont régies par des équations de réaction-diffusion comme celles que je vous ai montrées. Et puis une population de cellules quiescentes, donc c'est des cellules qui ont déjà migré plus loin et qui essentiellement diffusent et prolifèrent peu. Et puis des cellules nécrosées qui sont par exemple dans la partie centrale de la tumeur, dans laquelle il n'y a plus assez de nutriments pour alimenter, enfin pour nourrir les cellules. Et donc c'est les cellules qui vont mourir. Et donc on a un système d'équations, on a un système de plusieurs équations différentielles couplées avec des transitions statistiques entre cellules proliférantes, quiescentes et nécrosées, qui vont dépendre justement des nutriments qui sont par exemple décrits par la vascularisation locale qui peut être mesurée par de l'imagerie de vascularisation. Alors on peut faire comme ça des simulations très réalistes, mais la difficulté c'est qu'on construit des modèles très sophistiqués d'évolution, mais la difficulté c'est de les personnaliser. Comment on peut ajuster les paramètres de ces modèles pour que ça corresponde à un patient singulier. Alors si on veut personnaliser, juste dans le cas le plus simple, une équation de réaction-diffusion comme celle-là, il y a deux paramètres importants, un paramètre de diffusion, un paramètre de prolifération. Et la difficulté, c'est que dans les images, on n'observe pas directement une densité de cellules tumorales. Ce qu'on observe, c'est l'évolution d'un front, du front de la tumeur. Et donc, il y a une deuxième difficulté aussi, c'est que ce qui est observable, en fait, c'est le produit de ces deux paramètres qui correspond à la vitesse de prolifération, ou bien le rapport des deux qui correspond au profil, en fait, au profil de densité de cellules tumorales. Donc ça, c'est le profil en fonction de différents rapports, et ça, c'est la vitesse en fonction de différents produits. Alors juste pour vous donner une petite idée de comment on peut faire pour un des deux, par exemple si on veut personnaliser la vitesse, le produit de ces deux paramètres, eh bien il faut ajuster dans une simulation ce produit d'Hérault pour reproduire ce qu'on voit dans les images, par exemple ici à 6 mois d'intervalle. Donc si on initialise le front de la tumeur ici, on veut retrouver le front de la tumeur ici 6 mois plus tard. Alors, il n'y a pas de solution analytique et on est obligé de faire un très grand nombre de simulations. On part de valeurs nominales des paramètres, on calcule un critère d'erreur et on ajuste ensuite les paramètres pour s'approcher le plus possible de ce qu'on observe. Alors malheureusement, c'est trop coûteux de le faire avec l'équation de réaction-diffusion. Et on transforme cette équation de réaction-diffusion en une équation qu'on appelle éconale associée, qui va décrire uniquement le temps de passage du front en fonction du temps. Et sans vous donner les détails, ici on n'a plus que l'évolution du front de la tumeur, mais on peut le calculer plusieurs milliers de fois plus vite que si on passait par la mesure des densités de cellules tumorales en chaque point. Alors avec un algorithme très rapide comme celui-là, on peut personnaliser à partir de deux observations les paramètres de la tumeur, du modèle computationnel de la tumeur, et on peut prédire, donc là on a observé à 7 mois d'écart, et on prédit 6 mois plus tard l'évolution de la tumeur, et on voit qu'on est assez proche finalement de la réalité. On peut également prédire l'infiltration invisible au-delà de la frontière visible. Donc la frontière visible, c'est le contour orange par exemple. Et on voit que selon qu'on a un modèle bas grade ou haut grade, c'est-à-dire plus agressif de la tumeur, on va avoir une infiltration invisible différente et en plus très anisotrope, c'est-à-dire
on voit que ce n'est pas une marge constante autour de la frontière visible. Si on veut faire de la radiothérapie, par exemple, si on applique une marge constante, eh bien, on va peut-être laisser des zones dans lesquelles il risque d'y avoir une récurrence de la tumeur, d'où l'intérêt d'un modèle. Alors on peut coupler ces modèles computationnels de tumeurs avec des modèles physiques de radiothérapie. C'est ce qu'on a fait par exemple avec un hôpital à Boston. Et on combine un modèle de densité tumorale, celui que je viens de vous présenter, avec un modèle de radiothérapie pour minimiser le nombre de cellules tumorales survivantes après un protocole de radiothérapie. Et pour ça, par contre, il y a une solution analytique. Donc si on a un bon modèle computationnel de la tumeur, eh bien, on peut prédire un bon modèle de radiothérapie. Et je vous montre juste un exemple ici sur un patient. Ça, c'est l'approche classique. On fait une dosimétrie dans laquelle on donne une marge, vous voyez, d'épaisseur quasiment constante par rapport à la frontière visible de la tumeur. Et puis là, un modèle personnalisé dans lequel vous voyez que la marge est beaucoup plus compliquée. Et la différence en fait, entre les deux protocoles de radiothérapie fait qu'il y a des différences très importantes dans cette région du cerveau où justement on va peut-être préserver de cette manière une zone fonctionnelle. Ça correspond au cortex visuel par exemple. Et donc ça peut avoir des effets très importants sur le patient d'avoir une radiothérapie plus personnalisée grâce au modèle. Et alors pour terminer sur cette partie, on peut ne pas se limiter bien sûr au cerveau, on peut regarder aussi ce qu'on appelle la radiologie interventionnelle pour des tumeurs du foie, où le radiologue interventionnel va insérer une aiguille au centre de la tumeur et va chauffer les tissus pour détruire les cellules tumorales. Alors le problème, c'est que c'est très difficile de prédire exactement les isothermes qui vont en fait délimiter la zone de tissu où on va tuer les cellules tumorales, parce qu'il y a un système vasculaire qu'on peut mesurer grâce à l'imagerie qui est très compliqué dans le foie et qui va transporter en fait les flux thermiques et donc donner à la zone nécrosée une forme assez compliquée. Alors on peut essayer de simuler ça et on a développé justement dans le cadre d'une thèse avec Siemens un modèle biophysique dans lequel on prend en compte le flux sanguin. Alors ce sont des modèles, par exemple les équations de Navier-Stokes en milieu poreux pour modéliser à la fois dans les vaisseaux et dans le parenchyme les écoulements sanguins et puis le transport thermique. Donc là, c'est des équations à nouveau de réaction, diffusion et advection. Et puis aussi de mort cellulaire. Ce sont des transitions statistiques entre les cellules saines, des cellules vulnérables au-dessus d'une certaine température, et puis des cellules mortes au-delà d'une certaine température. Et on peut prédire de façon assez réaliste l'effet donc de l'insertion de l'aiguille et de la température au bout d'un moment. Et donc on peut mettre à disposition dans le futur, par exemple du radiologue interventionnel, des outils qui lui permettent de superposer sur l'organe non seulement la réalité anatomique de l'organe, mais également des propriétés physiologiques liées par exemple à l'insertion de l'aiguille. Alors, je vais terminer par un dernier exemple dans le domaine de la cardiologie, où on va à nouveau voir l'utilisation donc, de modèles de différentes natures pour décrire ici le fonctionnement du cœur, dans un domaine bien sûr où il y a un enjeu de santé publique très important. Alors ce qu'il faut savoir, là on travaille par exemple avec un autre institut hospitalo-universitaire à Bordeaux, c'est qu'on a beaucoup de mesures possibles sur le cœur. On peut mesurer des signaux électriques, alors avec cette veste un peu futuriste là, qui est bardée d'électrodes et qui va permettre de mesurer les signaux électriques sur le muscle cardiaque. Puis on a également accès par exemple avec l'IRM au mouvement cardiaque. Et puis ici avec des rayons X
On peut mesurer aussi pendant l'intervention un certain nombre de choses. Alors on peut injecter des produits de contraste également dans le cœur. Et ces produits de contraste, ils vont révéler par exemple des zones, on dit ischémiques, donc des zones où il n'y a pas assez de sang qui arrive et où ça peut créer donc des cicatrices sur le cœur. Alors le modèle numérique du cœur, il y a 4 grandes composantes. Composante géométrique qui prend en compte la direction des fibres cardiaques. Il y a une composante électrique, une composante mécanique, et puis bien sûr, il faut personnaliser toutes ces composantes. Alors vraiment très brièvement, la partie électrique, elle est décrite également par des équations différentielles qui sont également de type réaction-diffusion. On décrit en fait un potentiel d'action qui est une différence de potentiel entre l'extérieur des cellules cardiaques et l'intérieur des cellules cardiaques qui évolue au cours du temps. Et on peut, avec à un niveau macroscopique, donc avec un modèle élément fini, décrire à la fois la dépolarisation des cellules cardiaques, puis leur repolarisation au cours d'un cycle cardiaque avec un nombre assez réduit de paramètres. Alors on peut ajuster ce modèle grâce aux mesures qui sont faites avec la veste d'électrode, et puis coupler le modèle électrique avec un modèle mécanique qui est dû aux équipes, par exemple, de Michel Sorine et Dominique Chapelle à l'INRIA, et qui permet de traduire le passage du courant électrique en une contraction des fibres cardiaques dans la direction des fibres cardiaques, et puis avec les bonnes conditions limites, on arrive à retrouver ce mouvement caractéristique du cœur, qui est un mouvement à la fois de contraction et de torsion du muscle. Alors une fois qu'on a ce modèle, eh bien, on le personnalise avec les mesures électriques et les mesures cinétiques qu'on obtient à partir des images cardiaques. Et la personnalisation, eh bien, ça se fait par exemple avec des outils de filtrage optimal qui vont essayer d'optimiser certains des paramètres des modèles en fonction des mesures. Alors je ne rentre pas dans les détails, je vous donne juste, par exemple, j'insiste juste sur le choix des observations qu'on fait pour ajuster les paramètres de ces filtres. On va par exemple utiliser des volumes régionaux qui sont mesurés à partir des images cardiaques pour optimiser des paramètres de contractilité dans chacun des territoires vasculaires du cœur. Il y en a 17, après avoir calibré un certain nombre de paramètres globaux. Et ça permet par exemple eh bien, de quantifier un cœur, par exemple ici un patient qui souffre d'une insuffisance cardiaque. On va avoir une mesure quantitative de ces paramètres et on va pouvoir étudier l'évolution de ces paramètres en fonction d'un traitement, par exemple. Alors, ce qui est également intéressant avec un modèle computationnel, c'est qu'une fois que le modèle est personnalisé, on peut l'utiliser pour prédire l'effet d'une thérapie. Ici, les effets d'une resynchronisation avec un pacemaker. On sait qu'actuellement, par exemple, cette intervention dans laquelle on insère un pacemaker pour resynchroniser un cœur asynchrone, ben dans 30% des cas, c'est fait sans succès. Donc on espère qu'avec davantage de modélisation, on pourra implanter avec davantage de succès dans le futur cette technique. Alors je vous montre juste un exemple. Ici, une patiente donc, pour laquelle il y a ce qu'on appelle un bloc de branche gauche, donc une désynchronisation de la contraction du ventricule gauche et du ventricule droit. Et puis on simule l'insertion d'un pacemaker qui resynchronise le ventricule gauche et le ventricule droit. Et on peut prédire, avant l'intervention, une amélioration suffisante de la fonction cardiaque pour justifier l'installation de ce pacemaker. Alors, l'utilisation de tels modèles computationnels en cardiologie, il y en a déjà qui sont utilisés donc, en clinique.
Et par exemple, ici c'est une start-up de Stanford qui a mis au point un modèle de prédiction de ce qu'on appelle la perte de charge à l'intérieur des vaisseaux coronaires, uniquement à partir d'une image scanner du patient. Donc à partir d'une image scanner, on a une représentation géométrique des coronaires qui alimentent le cœur. Et à partir de cette géométrie et d'un modèle computationnel de mécanique des fluides, eh bien on prédit la perte de pression à l'intérieur des coronaires qui va permettre de décider l'implantation ou pas d'une prothèse endovasculaire, d'un stent dans les coronaires. Alors voilà qui conclut les 4 exemples que je voulais vous montrer. Alors si j'ai encore 1 minute, je voulais vous montrer qu'on peut faire encore plus avec un modèle biophysique extrait des images médicales. En fait, on peut utiliser le modèle computationnel de l'organe ou de la pathologie pour simuler des images de synthèse qui vont correspondre aux paramètres qu'on a choisis dans le modèle. Et on va pouvoir utiliser ces bases de données pour faire de l'apprentissage statistique. Alors je vous montre juste un exemple. Ici, on a 2 séquences d'IRM cardiaque. Il y en a une qui est réelle et une qui est synthétique. Et on arrive à synthétiser. Alors là, c'est la réelle, il n'y a pas de modèle. On ne connaît pas la vérité terrain, si vous voulez, associer à l'image. Et là, c'est une séquence dans laquelle on a modifié légèrement la première séquence pour ajuster exactement le mouvement du cœur au mouvement du modèle artificiel de cœur que je vous ai présenté. Donc on connaît exactement les paramètres électriques, mécaniques de ce cœur de synthèse. Et donc on peut ensuite, sur une base de données d'images, eh bien, faire de l'apprentissage automatique. Et ici, on a appris, par exemple, à relier, à retrouver dans les images le temps de passage du signal électrique. Et ça, on l'a entièrement appris sur une base de données synthétique qu'on a ensuite ajustée à des images réelles. Alors, on l'a fait également sur des images de tumeurs. On a synthétisé des milliers d'images IRM de tumeurs dans lesquelles on connaissait exactement, grâce au modèle, la densité de cellules tumorales. Et avec l'apprentissage statistique, on a appris à reconnaître automatiquement dans des images réelles eh bien, cette densité de cellules tumorales. Donc ça, c'est un avantage des modèles biophysiques, c'est qu'ils permettent de générer des images et de faire de l'apprentissage automatique. Alors, vous savez que pour la Kinect de Microsoft, c'est grâce à des millions d'images synthétiques générées à partir d'un humanoïde de synthèse, eh bien, que les paramètres de la Kinect ont été entraînés à reconnaître les mouvements d'un joueur réel en face de la Kinect. Et cette Kinect, elle a d'ailleurs des applications. Il y a une start-up qui a été créée par un ancien de notre équipe, là, Olivier Clatz, pour manipuler, par exemple, automatiquement, sans contact, les images médicales au bloc opératoire, ici au CHU de Nice. Ou bien, là, ce sont des travaux à nouveau de Nicolas Padois à l'IHU de Strasbourg pour suivre le mouvement des cliniciens autour d'un C-arm. Et donc pour prédire en temps réel l'irradiation des médecins pendant l'intervention et les prévenir au cas où cette irradiation dépasse un certain seuil. Et enfin, un dernier exemple ici pour suivre et quantifier le mouvement de patients qui sont atteints de sclérose en plaques pour décrire de façon quantitative en fait, l'évolution de la pathologie. Voilà, donc pour conclure, j'espère que ces quelques exemples autour de l'imagerie médicale computationnelle, la médecine computationnelle, du patient numérique, vous ont montré que tous ces outils sont là finalement pour accompagner ce qu'on appelle un changement de paradigme, c'est-à-dire le passage d'une médecine qui est plutôt normalisée et réactive vers cette médecine qui est de plus en plus personnalisée, de plus en plus prédictive, et de plus en plus préventive. Et si... Ah! Incroyable!
Eh ben, j'avais presque fini. Je voudrais quand même montrer la diapositive de conclusion. Donc, l'ordinateur a senti que c'était fini, hein, c'est extraordinaire. Voilà, donc si ce domaine vous intéresse, en tout cas, vous pouvez retourner sur le site du Collège de France et retrouver une série de cours sur ces sujets, et puis surtout des interventions également de chercheurs, de médecins qui ont présenté donc, ce domaine de recherche. Et il y a également le texte de la leçon inaugurale qui est disponible. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? On entend un peu parler depuis quelque temps d'un nouveau truc qui est aussi beaucoup utilisé apparemment pour l'aide au diagnostic, tout ça, qui est de simuler des organes sur puce. Oui. Où en gros, ils fabriquent des versions miniatures des organes dans lesquelles ils injectent des cellules, et ils utilisent aussi des modèles mécaniques pour tenter de simuler l'évolution d'un organe. Donc, du coup, si vous n'êtes pas au courant, ça répond peut-être à ma question. Est-ce que vous avez déjà pensé à faire des liens avec ces... D'accord, donc il s'agit de génération... Oui. Tu parles de puces électroniques ou biologiques? Je crois que ils appellent... En fait, c'est un peu comme des boîtes de pétri en 3 dimensions. Ils injectent dans un système en 3 dimensions, par exemple, des cellules du foie, et avec des petits systèmes électriques, ils reproduisent l'évolution d'un foie, et ils font aussi des prédictions d'apparition de maladies, et ils testent des traitements comme ça là-dessus. D'accord. Je me demandais si vous aviez déjà songé à... Non, on n'a pas travaillé là-dessus, mais il y a certainement des modèles très intéressants de morphogénèse qui peuvent effectivement faire appel à des outils informatiques, peut-être certains similaires à ceux que j'ai présentés, à des automates cellulaires plutôt, je pense, et qui s'appuient probablement sur la géométrie des, je sais pas, de tuteurs, non, qui permettent au début de construire un morceau de foie. Mais j'en sais pas plus. Donc, si quelqu'un vous donne demain une nouvelle problème, un nouveau souci, et vous devez concevoir un modèle, qu'est-ce que vous inquiète en premier? C'est la qualité des images que vous auriez, sont les équations différentielles, s'ils sont là ou s'ils sont trop compliqués. Le plus grand souci pour vous, c'est lequel, la plus grande inquiétude? Tout est un peu lié, c'est-à-dire que si on veut décrire, si on veut construire des outils qui sont utiles pour le médecin, il faut à la fois avoir les bons modèles et les bonnes observations. Et il faut également que les modèles soient adaptés à l'échelle des observations. Par exemple, si on a des modèles qui sont à une échelle moléculaire, mais que les observations sont à une échelle macroscopique, on ne pourra jamais identifier ou très difficilement identifier les paramètres de ces modèles. Donc il faut qu'il y ait une bonne adéquation entre la complexité du modèle qu'on choisit et la richesse des informations qu'on peut extraire. Mais ce qui est intéressant dans ce domaine, c'est que tout évolue très vite, c'est-à-dire que les images sont de plus en plus riches, elles fournissent des informations dans une gamme d'échelles de plus en plus grande. Et puis, il y a également énormément de travaux sur la modélisation. On comprend de mieux en mieux, en fait, le fonctionnement des organes, des tissus, des cellules à différentes échelles. J'ai une question. Donc ici, il y a un mélange de toutes sortes d'approches, de biomécanique, d'observation et de base de données, et puis de simulation, et puis on mélange un peu tout, et puis, bon, ça a l'air bien compliqué. Mais du coup, les médecins, est-ce qu'ils ne perdent pas un petit peu le contrôle, et comment est-ce qu'ils réagissent à ce domaine? Oui, c'est une très bonne question. En fait, c'est pour ça que j'ai parlé de ce triangle vertueux dans lequel voilà, la recherche académique, elle se fait en partenariat avec des cliniciens. Et les médecins, en fait, avec lesquels on travaille, on essaye de vraiment faire en sorte que les outils qui sont développés d'abord répondent à des questions qui se posent vraiment et avec également des éléments qui leur permettent de bien comprendre comment les outils fonctionnent.
Dans le cas de l'imagerie microscopique, par exemple, on a développé, dans le cadre de la thèse de Barbara André, un outil qui transformait les mots visuels, qui ne veulent pas dire grand-chose, en des caractéristiques d'interprétation des images microscopiques qui étaient des mots en fait, cliniques qu'utilisent les médecins pour décrire ces images. Et donc on avait rajouté finalement une couche logicielle pour que l'outil soit mieux accepté par les médecins. Et je crois que pour toutes les applications, c'est important de faire en sorte qu'on puisse expliquer en fait ce que font les outils et que voilà, il y ait une adhésion de la part des médecins. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une question très terre à terre. Oui. Bon, tu nous fais rêver avec ton suivi d'IRM et tes films de médecine. En prenant de l'âge, je fréquente de plus en plus de médecins. Là, c'est très dangereux. Oui, c'est pas une bonne idée. Et en France, au jour d'aujourd'hui, c'est moi qui garde mes radios et c'est moi qui garde tout, tu vois. Ouais. Il n'y a pas de communication d'un hôpital sur l'autre. Oui, alors il faut voir qu'il y a une disparité et il y a un délai en fait, hein, c'est vrai, entre la recherche déjà qui est menée dans les laboratoires les plus avancés, les centres hospitalo-universitaires dans le monde qui font une recherche de pointe, et puis après le déploiement dans l'ensemble des hôpitaux et des cabinets médicaux. Mais on voit qu'il y a une évolution quand même, et par exemple dans les IHU avec lesquels je travaille, bon, ben, par exemple, la gestion des dossiers médicaux, la gestion des images, c'est des choses qui sont stockées de façon numérique et qui sont rendues accessibles de façon automatique. Et je pense que c'est quand même quelque chose, c'est la tendance, c'est quelque chose qui va se développer dans l'ensemble des hôpitaux puis des cabinets dans le monde. J'espère. Voilà. Si, il faut finir sur une note optimiste. Merci encore. Merci.